Nombreux sont ceux qui se demandent si la régénération n'est pas simplement un terme de plus ou si le potentiel en matière d'impact sur notre façon de penser et de faire des affaires est réel. Certains doutent de sa rentabilité, on l'a évoqué, et se demandent si les coûts ne surpassent pas les bénéfices. D'autres voient en elle une opportunité de transformation profonde. Alors commençons ce débat par une question. Quelle profitabilité du régénératif pour en faire la norme? Alors, ce qui est sûr, c'est que la profitabilité, elle doit bouger, la norme de profitabilité, la norme, en tout cas, du revenu et la distribution du revenu. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de tabou, et je pense qu'une entreprise, en tout cas, c'est une conviction, elle doit être profitable. La nature est profitable, à un moment donné, il y a une réalité économique qui fait que si vous voyez l'argent comme de l'énergie, eh bien, l'énergie, l'argent que vous donnent vos clients, bah, c'est une preuve aussi de viabilité pour la valeur que vous apportez au monde, au marché, à la société. Donc, il y a une profitabilité qui est nécessaire. Après, la vraie question, elle devient d'ailleurs assez politique, c'est tout ce qui est au-dessus de la profitabilité, bah, comment on distribue le profit, à qui. Et donc une des convictions, en tout cas sur le régénératif, c'est que la croissance est limitée, c'est-à-dire les arbres ne montent pas au ciel. Et ça ne veut pas dire qu'il faut tout de suite rentrer dans un paradigme de décroissance pour tous les secteurs, Mm. mais que la croissance doit se faire à condition d'embarquer l'écosystème dont on dépend. Et donc moi j'aime beaucoup ces cabinets de conseil qui dépendent des surdiplômés français, des grandes écoles qui recrutent tous ces jeunes diplômés. La question que je leur pose quand je les rencontre, c'est qu'est-ce que vous faites pour faire en sorte que l'infrastructure scolaire, ou en tout cas ces grandes écoles dont vous dépendez, puissent grandir aussi. Comment vous redonnez finalement le profit à l'écosystème dont vous dépendez. Et donc ce réflexe qui vise à dire en fait la croissance, bah, de qui je dépends pour croître en tant qu'entreprise et comment je redistribue mon profit à ces gens-là aussi et surtout, elle est fondamentale et surtout elle est assez impensée dans les entreprises. Fabrice. Ouais, alors je dirais un peu les choses différemment. Je pense que au point où on en est, et compte tenu du temps qui nous reste et des risques d'emblâement qui sont maintenant plus des risques, mais qui sont quasiment inéluctables, Mhm. il va falloir qu'on comprenne quand même assez rapidement que l'objectif, c'est de survivre et de sauver l'essentiel. Donc, parce qu'on le dit souvent, hein, quand on aura abattu le dernier arbre, mangé le dernier poisson, on va s'apercevoir que l'argent n'est pas comestible. Donc, c'est ce référentiel de tout ramener à l'argent. Je pense qu'il va falloir qu'on arrive à s'en débarrasser assez rapidement. On l'a dit, on a besoin d'avoir un minimum de profitabilité pour une entreprise parce que c'est la respiration entreprise, ça lui permet de payer les salaires accessoirement et puis d'investir un peu. Mais ça ne doit pas être la finalité de l'entreprise. La finalité, c'est de durer. Et pour durer, il va falloir ralentir le non essentiel. Donc en fait, la première question qu'il faut se poser pour aller vers le regen, Mhm. c'est pas d'en vouloir rendre plus verts des produits qui devraient plus exister, parce que ça n'a pas beaucoup de sens, mais de rendre plus verts des produits essentiels. Donc ça questionne le problème de la raison d'être de l'entreprise. À quoi je sers Est-ce que je sers au-delà de mes clients? Est-ce que je participe quelque part au bien commun? Et est-ce que mon activité économique, est-ce que dans mon process, est-ce que j'ai inclus dans mon process les sommes qui sont nécessaires pour pouvoir produire sans polluer? Mais pas sans polluer un petit peu moins, sans polluer du tout. C'est le problème de la mort rapide et de la mort lente, hein. Le but, c'est pas de ralentir simplement, c'est d'aller vers le net zéro impact. Et à partir de cette notion de profit, cette notion de performance, c'est moins en cash flow qu'on va la mesurer demain, mais en capacité de durer. Parce que finalement, le vrai objectif pour une boîte, c'est de durer. Et donc ça, c'est tous les imaginaires de la performance qu'il faut pouvoir remettre sur la table, parce qu'aujourd'hui, les managers les plus emblématiques sont ceux qui génèrent le plus de cash. Mais Ouais. demain, les managers les plus emblématiques, ce sont ceux qui vont pouvoir démontrer, qui vont pouvoir durer longtemps. Pourquoi? Parce qu'on est confronté, ce que les époux Meadows avaient déjà mis en évidence il y a 50 ans dans Limit to Growth sur la macroéconomique. Oui, la croissance infinie dans un monde fini en ressources, c'est pas possible. Mais maintenant, on est confronté à ça en microéconomie. Alors pourquoi on est confronté à ça en microéconomie? Parce qu'une entreprise, pour faire son chiffre d'affaires, eh bien, a besoin de matières premières et d'énergie. Et encore, jusqu'à peu de temps, il n'y avait pas de limite sur l'utilisation des matières premières et pas de limite sur l'utilisation de l'énergie. On était Mhm. dans une espèce d'illusion du no-limite sur ces sujets parce que la planète était très grassouillette et qu'il y avait des réserves partout. Mais on a tellement surexploité avec nos milliards de machines, c'est qu'on arrive dans la décennie et même dans le siècle où tout un tas de matières premières critiques qui sont nécessaires pour le business sont au stade d'extraction, au stade d'exploitation, où on a passé le pic. Et quand on a passé un pic, après on arrive dans la descente. Je vous donne un exemple pour le cuivre, qui est un métal important de ce qu'on appelle la pseudo-transition dont on parle partout. Il y a 30 ans, on était à 107 $ la tonne. Aujourd'hui, on vient de dépasser, j'ai appris hier, à 12 000 $ la tonne.
Donc, tous ceux qui font des projections sur une utilisation toujours croissante de ce métal pour leur business, on va être confronté à la limite. Donc, aujourd'hui, on arrive dans des business où on commence à arriver, on perçoit ce qu'on appelle des conflits d'usage, où tout le monde veut les mêmes matières premières, mais il n'y en aura pas assez pour tout le monde. Donc, la capacité de résilience, la capacité de shifter le modèle d'affaires pour pouvoir moins dépendre de ces matières premières critiques, pour pouvoir durer, c'est ça que de plus en plus les actionnaires vont devoir regarder. Dis-moi de quoi tu dépends, et je te dirai si je mets de l'argent chez toi ou si je mets de l'argent ailleurs, parce que le référentiel de performance demain, je le répète, ce ne sera pas la génération de cash, ce sera la capacité à démontrer qu'on peut durer dans un monde qui se contracte sur ses flux physiques La et sur ses viabilité. matières premières. La viabilité. La viabilité, il faut bien comprendre ça. Et donc, moi, quand j'interviens dans les comités de direction ou dans les conseils d'administration, je leur dis, mais regardez le modèle économique de l'entreprise et sa dépendance, d'ailleurs, c'est sa dépendance à la biodiversité, sa dépendance aux ressources. Et si vous arrivez à démontrer que il n'y a pas trop de dépendance, parce qu'elle a su diversifier ses matières premières. Mais ce n'est pas une question de soutenabilité faible, de dire on va remplacer telle matière première par une autre. Non, si on l'a fait pendant des années, ça ne marche pas non plus. Ça, hein. C'est comment arriver à ne plus générer d'externalités négatives. Et c'est possible. Comment est-ce qu'on fait justement? Est-ce qu'on laisse le concept évoluer organiquement ou est-ce qu'on devrait plutôt envisager un cadre réglementaire spécifique? De toute façon, la réglementation, c'est la voiture balai du système. La réglementation arrive quand il y a déjà une majorité d'acteurs qui le font déjà. Parce que sinon, il y a de telles forces de lobbying qui fait que ça n'émerge pas spontanément. Donc, avant d'arriver à la réglementation, qui arrivera un jour, parce que de toute façon, on voit bien ce qui se passe, quand ça devient intolérable, l'État finit par réguler. Mais si on attend, comme on l'a toujours fait, que la régulation arrive, on sera tous grillés. Là. Donc, avant d'en arriver là, il faut des cadres volontaires. C'est ce qu'on appelle la soft law, qui devient souvent la hard law un peu plus tard. Il faut créer les conditions de la soft law, donc créer des cadres volontaires, des normes, dans lesquelles les entreprises vont les adopter d'une façon volontaire pour progresser. Donc, c'est des référentiels, ça peut être des labels, ça peut être tout ce que vous voulez. Et comme je dis souvent, un rang motivé entraîne le banc. Dès qu'il y aura quelques entreprises qui vont le faire et qui vont démontrer qu'elles vont améliorer leur résilience grâce Et ça à ça, serait quoi les préalables indispensables avant de pouvoir prétendre justement un cadre. à l'appellation C'est ce qu'on va d'entreprise? faire avec le Regen Ecosystem. Il faut déterminer quelques règles. On a besoin de règles. Quand on joue à n'importe quel jeu, s'il n'y a pas de règles, c'est le bordel. Enfin, Il faut des règles. Le cadre, c'est déjà de réfléchir. En fait, il faut qu'il y ait des dirigeants qui se posent des vraies questions sur leur business et qui tirent le fil de leur business, de leurs produits, de leur activité. Et des concepts qui vont paraître peut-être un peu perchés comme robustesse et performance. Oui, il faut assumer qu'un dirigeant en 2024 qui dirige des milliers de collaborateurs, il doit se penser sérieusement sur ce que c'est que la robustesse, ce que c'est que la profitabilité, ce que c'est que la performance. Donc il faut réfléchir aussi au la plus haut niveau. durabilité. Définir la raison d'être de l'entreprise, penser son utilité pour le monde, c'est quelque chose de très à la mode. Elisabeth, vous qu'avec Utopie qui accompagnez beaucoup d'acteurs, est-ce que vous voyez vraiment des choses changer chez ces acteurs-là, dans le travail qu'ils font sur leur utilité, et est-ce que ça les amène à revoir leur définition de la ligne de profitabilité nécessaire pour la viabilité de leur activité? Alors, je pense qu'il y a plusieurs sujets. Le sujet de la raison d'être, il est évidemment central parce qu'il devrait être fondateur. Après, on voit bien que parfois, les entreprises font cet exercice tard, elles le font mal, parce qu'en fait, elles formulent une sorte de raison d'être qui, en réalité, est plus dans le rétroviseur que tournée vers l'avenir, au sens où elle résume ce qu'on a fait jusqu'à présent et pas comment on veut se transformer pour transformer le monde, transformer la société, transformer l'activité demain. Donc oui, c'est un exercice important. Dans la société à mission, au sens de la loi Pacte depuis 2019 en France, et il y a d'autres schémas réglementaires ailleurs dans le monde, le plus intéressant, au fond, c'est la raison d'être, mais c'est surtout, je pense, l'instance de dialogue avec des parties prenantes qui est créée avec ce qu'on appelle le comité de mission, qui pousse les dirigeants à interagir en continu sur leur stratégie, à être challengés par des amis critiques, internes ou externes, qui sont là pour leur dire, si le casting du comité de mission est bien fait, qui sont là pour leur dire, non mais là, vous vous faites plaisir avec quelque chose qui est un peu du blabla et qui n'est pas très étayé, ou vous en faites des caisses sur cet îlot vertueux de votre activité, mais en fait, ça représente 1% du chiffre d'affaires. Donc, OK, ça peut être un début, mais dans ce cas, montrez-nous la trajectoire qui va passer de 1% à 30, puis à 50, puis à 100, etc. Donc, le fait de s'astreindre, parce que c'est un peu ça aussi qu'on voit d'ailleurs sur le régénératif, il y a cette espèce de tendance à prendre tous les concepts qui arrivent et à cette tendance des grands groupes, mais pas que, de l'humain sans doute, à prendre tous les concepts qui arrivent et à les remouliner et à en faire assez rapidement des caisses, mais du coup un peu des mots valises. Moi je suis assez frappée par le fait que pendant qu'une grande partie des grands groupes aussi vont vers le tout régénératif,
Des pionniers comme Patagonia ou Veja disent au contraire, non mais nous, on n'utilise pas de mots valises. Patagonia, ils veulent même plus parler de développement durable pour bien signifier qu'ils font partie du problème mais pas de la solution. Veja, ils ont cette phrase dans une boutique de New York que j'aime bien qui disent « Sustainability is an empty word ». Le développement durable est un mot valise. Ils n'ont pas mis régénératif, ce qu'ils l'ont fait avant, mais ça marcherait aussi. Hein. Et nous, on parle de réalité. Donc, qu'est-ce qu'on fait en vrai au quotidien des pratiques? Et c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Le régénératif, c'est cool comme idéal, mais je veux dire la réalité de ce que doivent faire les entreprises. Je vais prendre une autre Bicorp qui est un petit Patagonia français Picture. Eh ben, il faut décider qu'on fait évoluer toutes les matières premières qu'on utilise. Donc, c'est des fringues outdoor, des vêtements outdoor. Toutes les matières premières pour que, c'est leur cas, 50% des matières premières soient biosourcées, soit recyclées. Donc ça, c'est une évolution un peu, c'est la partie un peu le nez dans le moteur. Hein. C'est moins glamour et moins magique que régénératif, mais ce boulot-là, il doit être fait. Ils se disent, on a 10% de notre bilan carbone qui est dans la filature en amont, la filature de coton, notre filateur turc. Comment on peut le faire évoluer? On va voir, en fait, nous, on est tout petit, donc on peut pas vraiment, si on lui demande de passer à des énergies renouvelables, il va nous rironner. Il bosse avec Decathlon. On va aller voir Decathlon et ensemble, on va retourner le voir pour l'aider, ce qui a été fait, à passer à 40% d'énergie solaire. Bon, c'est du boulot un peu minutieux et un peu technique. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un espèce d'effet comme ça, un peu magique positif dans le régénératif, ce qui, à mon avis, explique son donc vous dites succès. que c'est une sorte d'outil marketing, un peu comme mais le bio pour l'industrie les mots ont un agroalimentaire. pouvoir, donc il faut les utiliser pour le pouvoir qu'ils ont, en l'occurrence le pouvoir de motiver les gens, d'éviter aux chefs d'entreprise l'éco-anxiété, parce que le chef d'entreprise, il est comme tout le monde, si on lui dit « Non mais en gros, chouchou, regarde ton modèle économique, regarde ton activité, dans 30 ans, t'es pas assurable, et de toute façon, t'auras plus rien, parce que regarde PG&E qui a fait faillite », donc, ça ne va pas les motiver à trouver des solutions, même si les entrepreneurs sont, a priori, en tempérament, plutôt du côté de « j'essaie de trouver des solutions ». Parfois, ils trouvent des solutions foireuses, il faut quand même le dire. Donc, pour leur éviter l'éco-anxiété, on peut dire « regarde, ton business model peut devenir régénératif, c'est possible de réinventer ton activité dans les limites planétaires, de l'inscrire dans ce qui préside au fonctionnement des écosystèmes depuis avant que l'humanité existe. D'accord ? C'est possible. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Par contre, le boulot à faire, c'est un boulot difficile. La question de se limiter, c'est difficile pour l'être humain en général, l'être humain dirigeant d'entreprise en particulier. Donc, mais on a des exemples. Pardon, sur la limitation. J'essaie d'illustrer par un exemple à chaque fois. Sur la limitation de la croissance, moi, il y a un exemple que j'aime bien, qui n'est pas une Bicorp, qui est une entreprise américaine qui s'appelle Zingerman, qui est dans le Michigan, qui est une entreprise qui a commencé avec un delicatessen. Et à un moment, le truc marchait très bien. Ils étaient dans tous les guides touristiques. Il y avait énormément donc pression à la croissance. Ils commençaient à avoir des gens qui venaient les voir d'autres États américains, de Californie, machin, qui disaient « Ah, on veut créer un peu comme McDo, des franchises de votre truc, ça marche super bien, etc. » Et ils ont réfléchi, ils ont dit « Non, mais nous, on est là pour servir. » Ils n'ont pas dit régénérer, parce que c'était avant, mais ils auraient pu, cette communauté-là de Ann Arbor, Michigan, l'hyper local. Et ils ont dit, en fait, au lieu d'aller croître partout, parce qu'on a aussi besoin de donner des opportunités de progrès à nos salariés, mais au lieu d'aller créer plein de Zingerman partout, on va se redéployer localement. Donc, c'est pas une restriction, on s'empêche pas de croître, on s'autorise à croître, mais de manière locale et donc modérée. Ils ont fait quoi? Ils ont regardé tous les produits, on parlait des dépendances tout à l'heure, tout ce qu'ils importaient de loin et qui n'était pas justifié d'importer de loin. Évidemment, si vous importez du poivre ou du café, vous n'allez pas le produire dans le Michigan demain matin. En revanche, il y a plein d'autres choses qu'ils importaient de loin aux États-Unis ou ailleurs. Et ils ont dit, à chaque fois qu'on importe quelque chose de loin, en fait, on va recréer un business local qui va créer des emplois, des perspectives de progrès pour nos salariés, parce que les salariés sont associés au capital et généralement dirigeants de ces entreprises-là. Et c'est devenu un écosystème d'une quinzaine d'entreprises. Donc, ils importaient de la pâtisserie, ils ont créé une pâtisserie. Ils importaient de la confiserie, ils ont créé une confiserie. Ils importaient du café, ils ont créé au moins l'entreprise de torréfaction localement, etc., etc. Et tout ça, ça crée de l'emploi, c'est au service de la communauté et ça limite la croissance. Et un des cofondateurs, j'aime bien quand on lui demande dans les conférences, mais pourquoi mais vous n'avez pas l'impression que vous privez d'opportunités? Il dit, en général, qui dans la salle est marié? Et à tous les gens qui ont levé la main, c'est-à-dire la majorité en général, il dit, mais vous n'avez pas l'impression de vous priver d'opportunités? C'est aussi débile que ça. Évidemment que il pourrait décider qu'en fait, il préférerait être McDo et être partout dans le monde. Mais lui, la boîte est en croissance, mais elle est en croissance raisonnable et très ancrée localement au service d'une communauté qu'elle contribue sans doute à régénérer. Et pour faire une boucle avec les gens qui nous écoutent,
plus vous êtes local, plus vous êtes connecté à des vrais gens et pas par l'écran, et donc plus vous êtes heureux. Donc il y a une boucle quand même qui se fait à un moment donné sur des choses fondamentales dont a parlé Fabrice, qui est qu'est-ce qui vous rend heureux, qu'est-ce qui va rendre heureux vos collaborateurs. On revient à des choses un peu basiques. En fait, on est juste en train de se désintoxiquer d'un modèle qui nous a éloignés de ces questions fondamentales en nous amenant à servir un toujours plus, probablement un peu déséquilibré. On parle de ça, d'une désintoxication en fait. On le disait en amorce de cette émission, et ici on apporte des solutions, des outils. Comment est-ce qu'une entreprise peut évaluer, mesurer son impact en matière de régénération? Est-ce qu'il existe des indicateurs spécifiques? Ben, oui. Aujourd'hui, il y a un machin qui s'appelle la CSRD, là, qui va concerner 50 000 entreprises en Europe, là, et qui demande déjà d'identifier ses principaux enjeux en double matérialité, ce qui est comme une spécificité européenne. Parce que pendant très très longtemps, on demandait aux entreprises d'identifier ce qui pouvait lui arriver de l'extérieur vers l'entreprise. Bon, et là maintenant, l'entreprise doit identifier ce qu'elle génère elle-même de par son activité sur les écosystèmes dont elle dépend, de manière à déterminer ses impacts positifs, mais aussi et surtout ses impacts négatifs, pour reconnaître que oui, une entreprise, ça crée la valeur économique, ça permet de payer des impôts, de financer les services publics, payer les salaires, mais hélas, pendant des années, la variable d'ajustement de tout ça, bah, c'était l'environnement, le capital naturel, qui, lui, n'apparaît pas dans les comptes des entreprises, parce qu'il n'y a pas une obligation de maintenir le capital naturel pour une boîte. Et donc, les entreprises, d'une façon légale, créent la valeur économique en détruisant le capital naturel. C'est quand même anachronique, parce que c'est le capital naturel qui permet de faire l'activité économique de l'entreprise. Et avec la CSRD, on rentre dans l'antichambre d'un truc complètement révolutionnaire qui va obliger les entreprises à mettre en place dans leurs comptes, dans leur stratégie d'investissement, les sommes qui vont être nécessaires pour réduire jusqu'à zéro leurs impacts négatifs. Et ça va être audité par les commissaires aux comptes. Vous avez dit que vous générez du carbone, très bien, des émissions de gaz à effet de serre. Vous avez une trajectoire qui doit être calée sur la science. Parfait, parce que c'est une obligation réglementaire maintenant. On n'a même plus besoin des SBTI, maintenant c'est dans la loi. Vous êtes à 100 aujourd'hui, vous devez être à 50 en 2030. Expliquez-moi quelles sont les sommes, les investissements que vous allez consentir pour passer de 100 à 50. Et si vous ne dépensez pas ces sommes, eh bien, vous allez devoir passer un environmental warning, comme passer des profit warning dans le temps, pour dire que vous êtes en train de mentir au marché parce que vous ne respectez pas la trajectoire de décarbonation. Et ça n'a rien de révolutionnaire, ce que je viens de vous dire, mais ça va quand même changer complètement la façon de gérer les entreprises, parce qu'il n'y aura pas d'un côté, je gagne de l'argent, puis de l'autre côté, si j'ai un peu de bénéfices, j'essaye d'améliorer un peu mon empreinte. Là, il va falloir que ce soit embedded dans le même lit. Il va falloir qu'en même temps continuer de gagner de l'argent et en réduisant l'empreinte, en même temps. Ça, c'est une nouvelle façon de gérer, de manager l'entreprise. Les entreprises n'ont pas complètement compris encore ce qui va leur arriver avec l'arrivée de la CSRD. On espère que les commissaires aux comptes vont vraiment jouer leur rôle et qu'ils vont être intransigeants sur le monitoring de ces trajectoires pour bien s'apercevoir, pour bien s'assurer en tout cas que toutes les sommes qui vont être nécessaires pour moins polluer vont bien être dépensées et produire les effets escomptés, parce que le but, c'est pas que ça simplement ça soit dépensé, mais que ça produise les effets escomptés. Et donc, c'est en train de rebâtir les cartes et ça permet de lancer en fait une nouvelle approche d'entreprise qu'on appelle la comptabilité multicapital, où il y a 3 capitaux à maintenir dans une entreprise pour rester vivant. Le capital nature, le capital naturel, le capital humain, le capital financier. Mais le capital financier, c'est le dernier. Pendant des années, on a fait le contraire. On gagne de l'argent, on redistribue en social, en environnement. Là, maintenant, on préserve la nature et on préserve le capital humain pour gagner de l'argent et donc durer dans mon village, dans mon entreprise, dans mon écosystème. C'est un changement de paradigme majeur, comme dirait Madame Lavigne. Donc les outils, les normes, les règles, on n'en manque pas, on sait les faire. Le problème, c'est que si ça sauvait le monde, on le saurait. Le conseil simple aussi que j'ai pour les gens qui nous écoutent, c'est s'ils ont vraiment envie de bouger, si ils sont sérieux sur la question de la viabilité de leur business à long terme, qu'ils aillent juste rencontrer d'autres personnes qui bougent. En fait, c'est pas difficile de trouver des gens qui bougent sur le régénératif. Vous avez Thomas, par exemple, et qui a bougé sur la permaculture. En fait, le propre de tous les dirigeants qui bougent sérieusement sur ces sujets, c'est qu'ils sont hyper contents de partager. D'ailleurs, la plupart lancent des business de formation pour aller inspirer d'autres entreprises. Donc appuyez-vous sur des gens qu'on fait. C'est vraiment les meilleurs outils, entre guillemets, pour avancer. Et puis il y a le C3D, bien sûr. Comment AXA Climate assure une approche authentique et transparente face aux critiques de greenwashing?
Alors nous, on avait tous les caractéristiques de la grande machine à laver d'AXA, hein. Donc on vous parlait Ouais. à quelqu'un qui a réussi à surmonter ça, probablement simplement en étant sincère sur les convictions. Nous, on est 200, on a un bon tiers de scientifiques, ils savent pourquoi ils se battent. Les gens qui nous rejoignent, en fait, j'ai beaucoup d'activistes écologiques très durs, et ils ont compris une partie de la singularité de ce qu'on pouvait aller apporter, c'est de le faire au cœur du système. Et donc, voilà, on l'assume. Et tant qu'on garde, en tout cas, notre liberté de ton, notre liberté de parole, eh bien, on sera très content d'être chez AXA et d'aider AXA. Et donc, la boussole qu'on a tous, c'est de se dire à quel point on est autonome et libre dans notre capacité d'exprimer des messages et de construire des business. Pour l'instant, so far, so good. Elisabeth, quels sont les principaux obstacles auxquels sont confrontées les entreprises quand elles cherchent à adopter des pratiques régénératives? Eh ben, le principal obstacle, c'est qu'on ne sait toujours pas ce que ça veut dire. On a tous des définitions, on en a parlé, on a une idée sur la question. Mais le principal obstacle, c'est qu'on ne sait pas ce que ça veut dire. Et moi, je pense que on peut viser zéro impact, mais c'est bien de ne pas partir de zéro. Et je rejoins ce qu'a dit Fabrice sur le fait que avant de dire non, mais alors il faut qu'on fasse un nouveau label, une nouvelle certification régénérative qui mettra allez, 3 ans à être à peu près définie et à mon avis 10 ans à être adoptée par quelques-uns et qui viendra s'empiler sur une pile déjà assez importante De d'outils termes. existants. Je pense que j'encourage vivement tous ceux qui s'intéressent au régénératif et qui se reconnaissent dans le concept finalement, à aller voir ce qui existe déjà dans les outils qui existent déjà, qui peut les aider à progresser demain matin, pas dans 3 ans, plus 6 ans, plus, etc. La CSRD, il y a plein de choses. Alors, tout le monde bâche le texte parce que, évidemment, que ça n'a pas échappé à une petite tentation bureaucratique, hein. Il y a des documents, le moindre rapport fait 300 pages et il y a 1100 indicateurs, dont 140 sur le climat, qui sont proposés. Donc, évidemment, tout ça arrive un peu comme une espèce d'avalanche et les gens se disent « Ah non, mais du coup, c'est pas stratégique, c'est juste de la conformité réglementaire. » Mais là-dedans, vous avez des interrogations sur la résilience du modèle économique, qui est quand même bien le sujet dont on parle. Vous avez l'impératif de vous aligner sur la science concernant le climat et la biodiversité, avec un impératif de mettre les moyens qui correspondent. Si vous dites je veux être net zéro, je sais pas quand, ben on vous dit ok, c'est quoi ta trajectoire, quels sont les moyens que tu mets, etc., etc. Vous avez la notion d'impact positif sur le cycle de l'eau, quand même, par exemple. Donc on a beaucoup de choses là-dedans, beaucoup de choses sur la circularité, par exemple, des modèles économiques et des activités. Donc il y a plein de... Et on a le terme, non pas de régénération, mais de restauration des écosystèmes. Franchement, si tout le monde s'empare, les 55 000 entreprises qui sont concernées s'emparent de ce truc, et au lieu d'essayer de le détricoter et de profiter des élections à venir pour demander à ce qu'on l'enlève, qu'on l'allège, qu'on le réduise, s'emparer de ce truc-là en essayant de dire, OK, bah, puisque je suis, c'est au fond ça, toujours l'esprit de la loi, puisque je suis obligé de me conformer à ce truc, je vais essayer d'y trouver des choses qui m'aident à avancer de manière positive et stratégique, pas juste pour cocher la case en la filant à la personne qui s'occupe des affaires publiques. Donc ça, c'est un exemple d'outil. Et nous, on travaille pas mal sur le label Bicorp. Dans le label Bicorp, qui dit officiellement, hein, le mouvement Bicorp dit on veut contribuer à une économie inclusive, équitable et régénérative. Il y a plein de choses là-dedans, notamment tout le volet sur les business models à impact, dans lequel vous avez notamment un business model à impact sur la préservation des ressources, qui est extrêmement précis, qui donne des critères, des points, etc., sur les questions de circularité, de préservation des ressources. Ostrocel, que j'évoquais tout à l'heure, l'entreprise de pâte à papier qui fait beaucoup d'écologie industrielle et certifiée Bicorp, cartonne sur cet impact business model-là. Bon, il y a plein... Et l'avantage de Bicorp, c'est qu'il y a 8500 exemples en plus à explorer dans le monde, plus les business models en question qui peuvent... C'est un guide, mais ça vous aide à progresser dès demain matin sur le régénératif si vous en avez envie. Donc, avant de dire « Ah non, mais tout... de faire table rase du passé », vous savez, Delphine Orviller, elle dit toujours, quel que soit le sujet, si vous voulez du changement, même radical, il faut se hisser sur les épaules de ceux qui vous ont précédé plutôt que de faire une politique de la table rase. Et je pense que c'est très, très vrai sur nos sujets. Et ce sera le mot de la fin. On clôture ce débat et c'est l'heure de notre dernière séquence, le Good to Know.